Sud Radio Sarraul, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret. Et bonjour, bienvenue pour ce deuxième dimanche déjà du mois de janvier. Alors pour tous ceux qu'on n'a pas eu la semaine dernière, on en profite pour vous souhaiter encore la bonne année en ce mi-janvier. Allez mon Pierre. Je m'en frotte les mains, je me délecte déjà. Bien sûr, tous nos vœux de bonne année. De toute façon, on va se souhaiter la bonne année toute l'année, comme ça au moins on est sûr de ne pas se louper. Moi je vous souhaite une bonne année. Je vous rappelle qu'on est toujours champion du monde de football aussi, c'est important de le dire. J'aime bien le côté positif de la chose. Non, mais on est champion des radars aussi d'ailleurs en France. Et puis c'est une nouvelle année, puisque vous savez aussi que sur Sud Radio, on pousse l'auto au fond, qu'on soit automobiliste ou que l'on soit professionnel de l'automobile. Il s'agit bien d'un professionnel que nous recevons aujourd'hui. Il ne va pas donner des mauvaises idées à la mairie de Paris. Nous, on ne veut pas pousser les voitures, on veut les faire rouler. Bien sûr qu'on reçoit Fabrice Godefroy qui est assis avec nous, le numéro 1 de la pièce détachée indépendante en France. Il s'y connaît un petit peu en voiture, du coup on l'a ramené chez 40 millions d'automobilistes. Voilà, lui, il est avec nous. Et puis on parlera aussi, vous savez, des fameux radars sonores qui ont débarqué depuis le début de l'année. Les Fausse radars qui vont nous flasher. Enfin, c'est pas nous flasher pour le coup, mais on va avoir un PV si notre moto, notre deux roues, notre voiture, notre camion, notre trottinette est trop bruyante. Alors, elle est trop bruyant, oui, mais alors attention, parce que sur le papier, on va être OK. Moi, quand sous ma fenêtre, j'ai quelqu'un qui passe, qui fait un pétard d'enfer, ça me rend dingue. Mais par contre, on va voir en quoi le radar n'est peut-être pas la réponse la plus adaptée. C'est comme pour les excès de vitesse. On a toujours, regardé pendant le confinement, on n'avait jamais vu autant d'excès de vitesse, et pourtant, il n'y avait jamais eu autant de radars. Donc, c'est bien la preuve que le radar n'empêchait pas les excès de vitesse. Je ne suis pas persuadé que le radar anti-bruit empêche le bruit. En tout cas, vous l'avez compris, vous avez rendez-vous avec nous. Vous pouvez nous joindre au 0826 300 300 pour... Ah, ben voilà, tout simplement. Mais il avait envie de le dire. Il avait envie de le dire, le monsieur. Faut laisser. On dit qu'en 2022, on laisse les gens s'exprimer, ce qu'on fait nous depuis 2021, 2020, 2019, 2018, etc. sur Sud Radio. Et c'est depuis que maintenant j'ai des cheveux blancs surtout. Je sais pas si t'as remarqué, mais ça grisonne quand même de plus en plus. Tu m'as connu, j'étais beau. J'étais un vrai automobiliste. Je courais vite, je marchais vite. Maintenant, je suis lent. Maintenant, j'ai des cheveux blancs partout. Mais c'est pas parce qu'on a les cheveux blancs qu'on est lent, monsieur. Vous vous trompez. Ça, c'est ce qu'on dit quand on vieillit. Non, j'ai pas les cheveux blancs, mais non, mais vous êtes toujours aussi bien. Allez, premier sujet, c'est parti. Entre pénurie et hausse des prix des pièces, réparer notre voiture coûte dès maintenant beaucoup plus cher. On en parle avec vous au 0826 300 300. Vous êtes les bienvenus. Sud Radio Sarraul, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret. Alors Fabrice Godefroy, on va évidemment dire ce que vous faites dans la vie. Vous êtes un des patrons de IDLP, qui est donc une grande société de pièces détachées en tout genre. Alors, pièces détachées automobiles, toutes marques. On vend en fait les pièces des équipementiers, c'est-à-dire en fait ceux qui fabriquent les pièces pour les constructeurs, à la fois pour la fabrication des véhicules, mais aussi pour la prévente. Et là, Pierre, ça y est, ça va devenir plus cher de faire réparer sa voiture. Et puis il y en a qui ont toujours du pot. Devinez qui a mis sa voiture chez le garagiste. C'est Bibi. Et qui c'est qui va l'apporter juste après l'émission? C'est moi. C'est toujours, c'est ce qu'on dit. C'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés. Sauf que Laurence est sous garantie. Normalement, je suis sous garantie. Donc Laurence va s'en sortir. Moi, ça va être plus compliqué. Ce que vous nous dites aujourd'hui, Fabrice, c'est qu'on a un double problème. Déjà, on a un problème de pénurie qui entraîne forcément une hausse des prix. Et puis hors antenne, on en parlait parce que de temps en temps, ça nous arrive de nous appeler, on va pas se mentir. Vous m'avez dit, ça va être une catastrophe, Pierre, ce qui va se passer. Ça va pas être l'affaire de 2-3 mois. Là, ça va traîner. Et puis, les factures, elles vont vraiment gonfler. Vous le sentez déjà aujourd'hui, l'aspect pénurie sur les pièces? Surtout qu'on parlait beaucoup des pénuries des semi-conducteurs qui ont caché, en fait, c'est l'arbre qui a caché la forêt. En fait. Un peu sur la première monte, effectivement, ils ont plutôt été touchés par ce genre de technologie. Par contre, effectivement, c'est l'arbre qui cache la forêt. En 2021, on a déjà subi quelques ruptures de pièces, une lenteur pour se faire livrer des nouvelles pièces, mais qui ont été largement temporisées, parce qu'à la différence de la première monte où ils travaillent en flux tendu, au niveau de la pièce, la prévente stocke. C'est-à-dire que les équipementiers avaient des stocks larges et profonds. Les plateformes de distribution, c'est-à-dire les très gros distributeurs qui vendent aux professionnels, avaient des stocks larges et profonds. Sauf que, voilà, en 2022, on va être un petit peu moins dans cette phase-là et on va commencer à être touché par ces pénuries de pièces. Et donc, pénurie de pièces, mais aussi augmentation de tarifs. Donc, ça veut dire, concrètement, on va parler clair, quand je vais récupérer ma voiture,
J'espère que mon garagiste ne m'entend pas. Il faut que je m'attende à avoir des tarifs qui vont augmenter, forcément. Si les pièces sont plus rares, ce qui est rare et cher, ça va entraîner une augmentation. Est-ce qu'on a des risques aussi? Parce que la voiture, pour certains, c'est un outil de plaisir qu'on sort une fois par semaine. Pour d'autres, c'est un bien essentiel. Et sans voiture, pas d'enfants à l'école, au collège, pas de boulot, pas d'accès au train, bref, etc. Ça veut dire que les délais aussi vont être rallongés. Le temps d'avoir la pièce, non seulement ça coûte plus cher, mais double peine. On va pas avoir sa voiture tout de suite. Quel conseil on peut donner à celui qui aujourd'hui doit faire réparer sa voiture? Il peut aller voir son garagiste en disant combien de temps, est-ce qu'il y a des délais, est-ce qu'on a une garantie de délai, est-ce qu'ils sont en capacité de nous garantir ça? Alors il y a deux choses. Déjà, fin 2021, on a été informé officiellement par des courriers, par des équipementiers dont je tairai le nom, qu'effectivement l'année prochaine il y allait avoir des augmentations assez fortes, qu'on allait avoir plus de délais. Mais c'est sur quoi les des pièces. Concrètement, c'est forte? C'est concrètement 10%, 20%? Alors déjà, ils annoncent officiellement, on a des augmentations qui sont entre 5 et 10%. Ouais. Par ça, contre, c'est le prix professionnel. Professionnel, Donc, tout à fait. la Qui va répercussion se sur les le taxes. prix. Qui va se Parce que la répercuter. TVA, Voilà, c'est 20% Et là-dessus. derrière, Donc, surtout, et c'est là où c'est la première fois de ma vie dans ce métier-là où on a ce genre d'informations, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus s'engager. Alors tout au long de l'année, il y aura des erratums de nouveaux tarifs, mais surtout, et ça c'est la grande nouveauté qu'on n'a jamais connue, c'est qu'ils nous disent qu'ils ne peuvent pas s'engager à nous fournir la pièce toujours au prix de la commande. C'est-à-dire que s'il y a du délai au niveau de la pièce, on pourrait être facturé au prix de la livraison. Donc ça veut dire que le garagiste, il me présente un devis à 500 € et peut-être qu'il m'en demande 550. Malheureusement, s'il y a un délai par exemple de 2-3 mois pour avoir la pièce, la facturation au final du garagiste sera au risque d'être au prix du nouveau tarif s'il y a eu un changement de tarif. Moi, et ça, c'est la première fois. Le coronavirus est en train de mettre un écran de fumée sur beaucoup d'autres problèmes de société. Alors attention, le coronavirus, il est là, je ne suis pas en train de le nier. Je dis juste que pendant qu'on parle que de ça, j'en discutais avec Michel-Édouard Leclerc, qui me disait, quand ça va tomber, l'augmentation des prix sur les produits de première nécessité des Français, sur le pain et tout ça, ça va faire très mal. Tout va augmenter. L'essence va augmenter. 5 centimes de plus sur le croissant, ça a l'air de rien, 5 centimes, mais sur un produit à 1 €, c'est énorme. Ouais, évidemment. Et puis les 5 centimes multipliés par les 100 produits que vous avez dans votre caddie, ça fait mal. Surtout que derrière, on fait le plein, on emmène sa voiture chez le garagiste. Facture est douloureuse, là. Pierre, il y a autre chose. C'est quelles sont les conséquences de tout ça? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne peuvent plus payer leur chauffage, donc qui vivent sans chauffage. Il y a des gens qui ne pourront plus payer la réparation de leur voiture, donc ils vont continuer à rouler avec des voitures qui vont devenir dangereuses pour eux, mais aussi dangereuses pour les autres. Et c'est la question que l'on vous pose. Est-ce que vous allez continuer à faire réparer votre voiture? Et que pensez-vous de la hausse de ces pièces détachées ou de ces pièces de réparation? C'est Olivier qui nous rejoint de Beaucaire. Bonjour Olivier. Bonjour, meilleurs vœux. Merci, tous nos vœux aussi au 0826 300 300. Salut Oliver Twist. Alors vous faites quoi pour réparer votre... Alors au début, j'amenais mes voitures là où je les avais achetées. Puis les factures, elles étaient lourdes, 300, 600, 900 €. J'ai dit, oulala. Alors après, je suis allé dans des petits garages où c'était moitié prix. Et là maintenant, j'ai décidé, comme mes fils travaillent dans l'automobile. Ouais, non, mais... disons que ça devient pénible parce que on paye des sommes astronomiques, quoi. Mais une simple vidange, moi, on m'a demandé 900 € une fois. Voilà. Mais c'est quoi comme voiture? C'était un gros 4x4, c'était un Navara. Mais bon, je trouve qu'il y a de l'abus. Donc, j'ai suis allé dans un petit garage, j'ai payé 250 €. Ouais, non, mais j'ai payé 250 € quoi, au lieu de 900 que Nissan me demandait. Et alors aujourd'hui, vous faites comment? Alors maintenant, moi j'ai mes fils qui travaillent dans l'automobile. C'est un avantage, ils sont tous vendeurs et ils m'ont conseillé, au lieu d'acheter ma voiture et de l'entretenir moi, je les loue et avec tout l'entretien et ça me coûte moins cher finalement. LOA ou LDD quoi. Voilà, ça me coût moins cher. Il me dit, je dis ouais mais moi ma voiture était à moi. Oui, il me dit mais attends, tu payais 500 € par mois, tu la revendais 10 000 €. Au bout de 4 ans, il me dit là maintenant, tu payes 350 € par mois. Il me dit ça fait 200, presque 200 €. Il me dit mais sur 4 ans, finalement, ça me coûte 9 600 € de moins. Je perds 500 €, 400 €. Attention Olivier, un point de détail. Quand vous faites une LOA ou une LLD, c'est sur un véhicule neuf. La probabilité qu'il tombe en panne, elle est quand même très faible. Je ne prends plus que des véhicules neufs. Je vais vous dire, j'ai eu une voiture d'occasion. Ouais. Elle m'a coûté plus cher en réparation que le prix d'achat. Ah ouais, vous n'avez pas eu de peau. Alors j'ai vite compris. Non, mais le problème, ma belle-sœur, c'est pareil. Elle me disait, on peut pas acheter des voitures neuves, ça coûte trop cher. On a fait un papier, un crayon, on a mis sa voiture, la mienne, prix d'achat, prix des réparations. On est arrivé à la totale, à la revente au bout de 4 ans. Elle m'a dit, à partir de maintenant, j'achète que les voitures neuves.
Moi, j'ai du pot. Je suis bien tombé. Je suis tombé que sur des voitures d'occasion. Dire qu'on a du pot, quand on parle de voiture, moi, j'aime bien. Ouais. Vous n'êtes pas échappé, là. Bonne année. Non, puis il y a un sujet que je voudrais dont on parle. C'est un truc, comme j'ai une voiture neuve, il y a des équipements supplémentaires. Et il y a un équipement qui m'a réappris le clignotant. Alors, parce que je faisais comme tout le monde, je mettais plus le clignot. Donc, allô? Oui, on vous entend. Alors moi, j'ai mal entendu. C'était quoi l'équipement? J'ai mal entendu. Eh ben, c'est le maintien dans la voie, roulante. Ah, moi, je l'enlève, moi, ça m'énerve. Alors, non, mais c'est bien parce que si vous voulez dépasser, il faut mettre le clignot. Ouais, il faut mettre le clignot, sinon ça marche. Alors, je trouve ça, c'est génial. Exactement. Olivier, vous avez raison. C'est ça le truc. C'est qu'en fait, si vous n'activez pas le clignotant quand il y a ce correcteur de trajectoire, eh bien, pour changer de voie, il y a une résistance au volant. Et je trouve que ça permet de réapprendre à certains à remettre le clignotant. Vous savez, ce petit truc, regardez sur le côté de votre volant, il y a une espèce de tige. Eh ben, si vous la baissez, ça clignote à droite. Si vous la montez, ça clignote à gauche. Vous allez voir, c'est magique. Non, mais c'est magique. On le met plus sur autoroute. Moi, j'ai jamais. Ah, mais si, moi, je mets toujours mon clignotant. Ah, c'était toi alors tu le mettais? Parce que j'ai croisé qu'une seule personne qui l'a mis. J'ai fait Paris 7 Paris. Je n'ai pas vu une seule personne mettre son clignot. Ah, si, c'est parce que tu regardes pas la route ou tu dormais. Je les ai tous vus au milieu, sur la voie du milieu, en camping. Et puis quand ils doublaient un véhicule par la droite ou par la gauche, il n'y a jamais de clignotant. Pierre, on va pas parler que du clignotant. Mais c'est important le clignotant. On en reparlera parce que c'est un vrai sujet, les nouvelles aides à la D'ailleurs, s'il est en panne, il coûte cher. On revient. Merci beaucoup, Olivier, d'avoir réagi. Et je voudrais revenir avec notre ami Fabrice Godefroy, qui est donc le directeur de IDLP, grande société de pièces détachées pour les équipements. D'équipementiers, etc. Sur ce que vient de nous dire Olivier. On en reparle dans quelques instants parce qu'effectivement, il y a de plus en plus de gens qui passent au LOA ou en location, mais le problème, il est juste décalé en fait. On en parle en détail sur le prix de pièces détachées. Réparer notre voiture coûte plus cher. 0826 300 300. Vous en pensez quoi? Venez nous rejoindre. Sud Radio Sarraul, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret. En 2021, il y a eu des hausses de tarifs régulières de la part des fournisseurs de pièces détachées, les équipementiers, nous explique notre ami Fabrice Godefroy. D'ailleurs, vous aviez été interviewé dans Le Parisien, c'était au mois de décembre 2021. On parle de la pénurie et la hausse des prix des pièces détachées. Réparer notre voiture coûte beaucoup plus cher aujourd'hui, en 2022. Vous en pensez quoi? On vous attend au 0826 300 300. Et juste, on avait Olivier, là, il y a quelques instants, qui disait que lui, il avait trouvé la solution. Il achetait plus de voitures normalement, il prenait en LOA, comme ça c'est pris sous garantie, il se débrouille avec ça. C'est un sacré budget, Laurence, quand même. C'est pas accessible à tous. Alors, je reconnais que c'est une bonne solution dans le cadre, dans le fait que ça va vous permettre de mensualiser le coût de votre voiture. Vous savez à quoi vous attendre, pas de mauvaise surprise, pas de bonne non plus. Enfin, si, une mauvaise surprise, peut-être quand vous rendez le véhicule, si vous avez fait plus de kilomètres que ceux que vous aviez déclarés en prenant le véhicule, ou alors s'il y a des petites rayures, ce genre de choses-là. Donc, c'est le coup de stress au moment de la rendre, mais en dehors de ça, c'est plutôt calme niveau entretien. Mais en fait, s'il y a un vrai problème sur la voiture, ça ne change rien, Fabrice. Il y aura toujours le même problème. Alors, c'est sur l'entretien classique. Oui, alors c'est sûr que c'est une bonne solution quand on achète plutôt un véhicule neuf. Donc, ça ne concerne pas forcément les gens qui ont des véhicules plus anciens. Et puis, la deuxième chose, il faut bien se douter que ça va être répercuté à un moment ou à un autre. Je vais prendre un exemple qui va intéresser Pierre, le prix du carburant. Quand le prix du carburant a augmenté ces derniers mois, nous, tous nos transporteurs qui nous acheminent les pièces et qui nous les livrent, nous ont tous demandé des augmentations. Donc, il y a un moment, ce prix va être intégré au final dans le prix de la pièce quelque part, parce que la livraison va forcément augmenter. Donc, on peut estimer que même si c'est intégré, en fait, ce prix quand on fait une location à LOA, par contre, derrière, il y aura peut-être une répercussion du prix à un moment ou un autre. Donc, de toute façon, on y sera touché. Moi, je suis inquiet parce que je me dis, on fait l'accumulation. Hein. On a un parc automobile français qui vient de passer les 10 ans de moyenne d'âge. Plutôt, on va vers les 11 ans maintenant de moyenne d'âge. C'est un parc ancien. C'est un parc qui a des probabilités de panne forcément plus fortes. On vend de plus en plus de véhicules d'occasion par rapport aux véhicules neufs. Deuxième point, on vend donc de plus en plus de véhicules d'occasion. Cette année, 2021, l'année dernière, 2021, on est sur des records de vente de véhicules d'occasion, donc forcément des véhicules qui ont aussi une plus grande probabilité de panne. Ça fait 2 points. Lorsqu'ils vont tomber en panne, on n'aura pas forcément les pièces pour réparer, c'est ce que nous dit Fabrice dans sa roule sur Sud Radio. Et derrière, vous avez tous les autres sujets de type prix des carburants. Ils vont remonter. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Personne ne le dit parce qu'il ne faut pas faire peur aux Français, mais on sait qu'on va exploser les records. Franchement, ça sent la poudre.
Alors, est-ce que ça sent la poudre ou est-ce que tout ça n'est pas une grande manipulation? Et vous savez que je ne suis pas sur la théorie du complot. Non. Loin de là, c'est vraiment pas ma façon de fonctionner. Mais que petit à petit, tout est mis en œuvre pour laisser la place à d'autres motorisations comme l'électrique. Non, même pas, c'est pas ça. C'est juste, en fait, et là, c'est un corollaire de la crise du coronavirus, c'est que la demande en carburant, elle est très fluctuante par rapport aux pays qui sont confinés à la mobilité. Tant que la plupart des pays qui se déplacent en voiture, donc les pays riches, sont sur des épisodes télétravail, etc., on utilise un peu moins la voiture, donc forcément, la demande en carburant est plus faible et les prix restent contenus. Moi, je les trouve déjà très chers. C'est trop cher parce qu'il y a trop de taxes, mais ils sont contenus quand même. Lorsque tout le monde va repartir au boulot, parce que c'est ce qu'on souhaite tous, il faut que ça s'arrête. Eh bien là, les prix du carburant, ça va faire mal. Et additionné à des véhicules qui tombent en panne, moi je pense que la voiture, c'est le sujet de la présidentielle. Tous les journalistes passent à côté. C'est la mobilité le sujet. C'est pas de savoir ce qu'on va faire avec des masques ou pas des masques. Au bout d'un moment, ça va s'arrêter. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Sud Radio, cette année, met vraiment l'accent sur la voiture et l'automobile et les professionnels de l'auto. Et nous, ici, sur l'automobiliste. Voilà. On a Pierre qui nous appelle du Tarn. Très joli prénom. Bonjour Pierre. Oui, bonjour et meilleurs vœux. Tous nos vœux à vous aussi. Alors vous, comment vous faites? Vous faites réparer votre voiture ou ça vous coûte trop cher maintenant? Moi, je pleure chaque fois que je vais chez le mécano. Et là, j'ai une 407, première mise en circulation en 2004. Alors, je l'ai achetée parce qu'il y a 2 ans à peu près ou 3, parce qu'elle était à l'éthanol. Et heureusement, parce que je suis retraité et j'ai une petite retraite. Et chaque fois, et là, je viens d'avoir une panne avec la courroie de l'alternateur. Et là, il vient de m'appeler le mécano en me disant qu'il avait fallu qu'il change la pile et l'axe parce que c'est ce qu'il avait cassé. Ouais. Mais voilà, et quand j'entends dire le gouvernement en disant qu'il faut acheter des voitures hybrides, mais moi j'ai pas les moyens, il faut un minimum de 30 000 € pour acheter une voiture électrique, ou alors c'est des petites cylindrées où on ne fait que 500 km. Voilà. Combien? 500 km? Mais vous rêvez. Mais avec 2 recharges. Ouais, avec 2 recharges en 20 jours. Pardon. Ouais, Pierre, mais du coup, vous avez pu faire réparer votre voiture ou pas? Eh bien oui, je vais la chercher cet après-midi et il m'a averti qu'elle était prête cet après-midi. Alors il m'a pas dit qu'elle était salée là, mais qu'il y avait eu une augmentation sur les pièces. Ah, vous n'avez pas le prix entier? Non, je n'ai pas encore le prix, mais voilà, je m'attends à. Et vous disiez au standard, Pierre, vous disiez au standard qu'aujourd'hui, vous êtes obligé de faire avec vos moyens et des fois, vous n'utilisez pas la voiture, vous demandez à vos voisins de vous emmener parce que voilà, vous êtes retraité, vous n'avez pas beaucoup de sous et la voiture coûte trop cher maintenant. Voilà, exactement. Et, et Pierre, vous voyez le problème, c'est que derrière, en fait, un jour, vous allez dire, j'ai plus les moyens d'entretenir mon auto, j'en peux plus. Vous allez renoncer à certains trajets, vous allez moins utiliser votre voiture, ça va être de la mobilité en moins, ça va vous affecter parce que la voiture, c'est aussi du lien social. C'est aussi du plaisir et des loisirs. Et un jour, il y a un débilos qui viendra dans les plateaux, parce que lui, il sera écolo, et il viendra expliquer que, vous avez vu, les Français, ils roulent moins. C'est parce qu'ils ont pris conscience que la voiture, c'est pas bien, et qu'il fallait privilégier la marche à pied. Eh ben non, la réalité, c'est pas ça. C'est comme Pierre, quand vous avez une petite retraite en France, que vous voyez le niveau de l'inflation qui monte record, que vous voyez les prix qui montent record, et que votre retraite, elle bouge pas, Parce que les retraités, ça bouge plus, c'est fini, il n'y a plus d'évolution derrière. Et derrière, voilà, ça fait des exemples comme Pierre, et ils se retrouvent à avoir les genoux qui claquent quand ils vont chercher leur voiture chez le réparateur. Qu'est-ce qui se passe chez les professionnels? Vous, par exemple, vous n'allez pas pouvoir vendre les pièces moins chères. De toute façon, on est pris en otage là. Alors justement, en 2021, on avait temporisé au niveau des marges, et on avait temporisé parce qu'on avait des stocks, mais 2022, ça va être compliqué. C'est pour ça d'ailleurs que les équipementiers ont changé en 2022 leur politique. Important, il faut qu'on le dise. Les garagistes, il y a toujours l'image de garagiste escroc. C'est pas le cas. Il faut être très honnête. Il y en a toujours. Il y a toujours un boulanger qui fait du mauvais pain, bien évidemment. Mais globalement, le garagiste, regardez bien votre garagiste. Il roule pas avec 4 Porsche Cayenne à côté de lui. Le garagiste qui vient vers vous pour commander les pièces, il négocie, je suppose aussi, non, Fabrice? Comment ça se passe? Bien sûr. Alors évidemment, le garagiste a amélioré même ses conditions depuis quelques années parce qu'il y a eu le phénomène Internet comme dans plein d'autres secteurs. Donc maintenant, le garagiste professionnel a des prix adaptés au marché, évidemment.
effectivement, il y a eu une remise en question par rapport à tout ça. Même la Et c'est main-d'œuvre. un professionnel. Oui, c'est un professionnel. Et alors justement, à propos de la main-d'œuvre, en plus, les véhicules évoluent. Donc, ça demande de la formation, ça demande des investissements dans l'équipement, ça demande des techniciens beaucoup plus formés techniquement, parce que ça devient maintenant un véhicule, c'est beaucoup plus complexe qu'il y a quelques années. Donc, c'est des gens qui sont vraiment devenus des professionnels très importants pour la réparation de leur voiture. Du coup, de la main-d'œuvre. Alors, pour l'instant, Pas pareil, elle est encore maîtrisée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, le taux de main-d'œuvre n'est pas forcément haut par rapport à certains pays comme l'Allemagne. L'Allemagne a un taux de main-d'œuvre plus élevé. Par exemple, nous, là, Ça dépend les interventions et ça dépend les professionnels, les régions. Donc, mais on a un taux qui est plutôt médian. En Allemagne, ils ont un taux de main-d'œuvre plus important. Et d'ailleurs, en France, on avait plutôt tendance les garagistes gagnaient plutôt de l'argent sur la pièce. Bon, ces dernières années, les marges ont un peu réduit, donc ça devient compliqué. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour, on aura, au même titre que c'est apparu dans la grande distribution et dans beaucoup d'autres domaines, dans le permis de conduire, dans tout, est-ce que c'est possible d'avoir un hard discounter de la réparation automobile qui déciderait de s'installer en disant « moi, je pète les prix ». C'est pas en cours, ça existe dans certains... Alors, je ne vais pas citer, malheureusement, il y a eu... Oui, mais alors on va prendre... Est-ce que ça peut marcher ? Je ne vais pas citer les sites Internet, mais dans notre métier, on a connu qu'il y a une dizaine d'années des sites Internet qui sont arrivés. Alors, il y en a plein qui les connaissent. Alors, ils sont arrivés, ils ont cassé des prix. Oui, on voit très bien, Hein. C'est eu un changement culturel. Bon, il faut savoir que maintenant, tous les sites Internet ont été rachetés par les professionnels de notre métier, du sérail, en fait. Je ne vais pas les citer, mais Oscar, si tu nous écoutes. Enfin... prenons l'exemple de celui que tu viens de citer. Il a été racheté par le groupe Autodistribution. Oscaro.com. Voilà, qui a été racheté par le groupe Autodistribution. D'accord. Donc, qui a été racheté par un professionnel reconnu depuis des années et des mais là, années je parle dans les groupements. Un espèce de réseau de garagistes, un peu sur l'exemple de Speedy Noroto Feu Vert, qui viendra en disant voilà, nous on négocie les pièces, ça sera peut-être pas des pièces qualitatives, mais on fait du 50%. Oui, mais et puis après on parlera des pièces de rechange, d'occasion aussi, puisqu'on est sur de la pièce aussi. Non, mais peut-être que c'est pas souhaitable. Hein. Non, attention, mais bien sûr que c'est pas souhaitable. De toute façon. Et pourquoi c'est pas souhaitable ? Parce qu'il faut des pièces équivalentes à la première montre d'origine. Sur des pièces techniques et surtout sur des pièces de sécurité, il ne faut pas s'amuser à monter ce qu'on appelle des pièces adaptables, c'est-à-dire des pièces qui ne sont pas d'origine, qui ne sont pas fabriquées par quelqu'un qui fait de la première montre, parce qu'il y a un danger par rapport à ça. Et puis le professionnel de plus en plus a une intervention technique à faire. Donc celui qui faisait des interventions que dites rapides à l'époque, maintenant il fait aussi des interventions technologiques. Donc ça, c'est forcément, c'est dans le pays des bisounours que vous dites. Il faut faire attention à la sécurité des pièces, etc. On sait que dans la réalité sur notre planète aujourd'hui, on n'en est plus là. Ouais. On en parle dans quelques instants. On continue le sujet parce que c'est très important. Très important. Et je voudrais aussi qu'on parle de ce gros marché des pièces d'occasion. Voilà, comment est-ce si on veut faire des économies, on peut en faire autrement et on peut en parler. On en parle ça, c'est bien ça. Dans quelques instants, des économies sur les réparations de votre voiture. Fabrice Godefroy est notre invité dans Ça roule sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio Ça roule, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret. Quel sujet, c'est passionnant. Et oui, on est là aussi pour défendre notre porte-monnaie, puisque nous, dans Ça roule, nous défendons l'automobiliste avant tout, avec évidemment notre ami Pierre Chasseret et 40 millions d'automobilistes. Toujours avec Fabrice Godefroy, qui est le président, directeur général, comment on dit, monsieur ? Directeur général du groupe IDLP. Voilà, du groupe IDLP, qui est un groupe de vendeurs de pièces détachées automobiles, toutes marques. Alors, juste avant la pause, Pierre, on s'est un peu chauffé sur les pièces de rechange d'occasion. Oui, bien. C'est de ma faute. Non, mais je suis gentil en plus. De vous dire pourquoi aujourd'hui sur cette planète, il y a plein de gens qui font des choses pas bien, et donc il y en a qui vendent des pièces d'occasion qui ne sont pas de qualité, qui peuvent être dangereuses pour la voiture, etc. Et des pièces adaptables. Des pièces adaptables. Et vous avez fini ce petit moment en disant. Je peux vous faire des économies, on en parle juste après. Alors comment ? Alors en résumé, parce qu'il ne faut pas être alarmiste sur cette situation-là. Bon, il y a une hausse de tarifs qui est programmée, on le sait, mais comme dans tous les autres secteurs. On sait qu'il va y avoir des retards au niveau de livraison et de disponibilité. En sachant que dans d'autres métiers, par rapport à beaucoup d'autres métiers, il y a des gens qui stockent très 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 profond. Sur toutes les pièces ou sur toutes les pièces. Nous, par exemple, chez IDLP, on stocke 300 000 références en largeur de gamme, en référence, et derrière, on a 3 ou 4 mois d'avance. Donc on peut
largement temporiser des ruptures de stock. Donc alors, c'est un métier où on peut maîtriser ça. Amis automobilistes, si vous nous écoutez et que vous écoutez Sud Radio et que vous avez besoin d'une pièce auto et que votre garagiste la trouve pas, vous faites un petit mail ou via la page Facebook à Saroul, à Laurence ou à moi, et puis nous, on vous met en contact avec Fabrice, il va vous régler le problème. Et puis on n'est pas les seuls, hein. Il y a plein de groupements comme Alternative Autoparts qui livrent effectivement, qui ont beaucoup de stock, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et si véritablement on veut essayer de réparer sa voiture à un moindre coût, c'est ce que je disais, au lieu d'aller acheter des pièces qui sont des pièces de copie, ce qu'on appelle nous dans notre jargon adaptables, mais qui en fait qui sont des pièces de copie qui ne sont pas fabriquées par un fabricant de première montre, donc quelqu'un qui fabrique aussi pour le constructeur quand il fabrique sa pièce, donc des gens comme Bosch, Valeo, Magneti Marelli, ce sont vraiment des pièces sans aucun problème par rapport à ça. On peut aussi faire appel, et on en a souvent parlé sur Sud Radio, c'est à l'économie circulaire, quand ça existe, c'est-à-dire ou de la pièce d'occasion qui est référencée dans un centre VHU, c'est-à-dire un déconstructeur, ce qu'on appelle aussi un casseur, mais qui récupère des pièces qui peuvent revendre d'une façon officielle référencée, ou alors ce qu'on appelle l'échange standard quand ça existe, par exemple des démarreurs alternateurs. J'ai entendu tout à l'heure votre auditeur parler de démarreurs alternateurs, donc ça existe en échange standard. Donc là, il y a le moyen d'acheter moins cher parce que c'est des pièces qui sont 50% moins chères par rapport au neuf. Mais est-ce qu'au final, ça revient pas plus cher parce que si la pièce retombe en panne? Non, parce que elles sont officiellement donc fabriquées par des équipementiers ou reconditionnées par des gens qui sont officiellement reconnus par l'équipementier, et c'est garanti 2 ans. Donc il n'y a pas de problème au même titre qu'une pièce neuve. Donc ça, c'est une solution. Et donc, on a les moyens de pouvoir lutter contre une hausse de tarifs en allant voir un professionnel, en allant peut-être voir aussi ce qu'on appelle les gens de la rechange indépendante. La rechange indépendante, c'est en dehors des réseaux constructeurs, c'est-à-dire des réseaux, alors on en connaît comme par exemple l'autodistribution, l'AD, ou les Technicars, services. Enfin bref, il y a plein de réseaux alternatifs dans lesquels on peut trouver une pièce normalement moins chère, mais quand même considérée comme de la première Fabrice, vente. on me prévient au standard qu'on a un autre professionnel de l'auto qui nous appelle pour donner son avis aussi. C'est Patrick que l'on va accueillir tout de suite au 0826 300 300. Patrick, bonjour. Oui, bonjour. Alors vous êtes en charge d'un parc automobile, me dit-on. Alors, plus précisément, donc je suis chef d'entreprise. J'ai donc un parc de véhicules, donc pour les besoins de mon entreprise. Aujourd'hui, mon parc il est constitué d'une partie en location longue durée ou LOA. En revanche, j'ai encore quelques véhicules qui sont la propriété de la société. Donc au niveau des coûts de réparation, il est clair quand on est sur des formules location longue durée, donc on est sur du tout compris, donc on est moins sensible, j'aurais tendance à dire, aux frais de réparation. En revanche, je suis particulièrement vigilant sur les frais de réparation des quelques véhicules qui sont encore à ma charge. Parce que j'ai pu noter une augmentation assez forte des frais de réparation. Donc déjà, moi, la première chose, c'est que j'évite les concessionnaires, malheureusement, parce que j'ai remarqué qu'on était quand même sur des tarifs qui étaient assez importants. Et puis, j'ai la chance de travailler avec un réseau de chefs d'entreprise, et donc j'ai un garagiste un peu privilégié qui essaye de compresser les prix. Mais du coup, vous avez vu votre facture en tant qu'entreprise monter fortement, j'imagine ? Ah ben complètement. Quand on a fait le bilan de l'année, on est en train de faire le bilan de l'année 2021. Les frais de réparation sont prohibitifs, et notre expert comptable nous met en garde en disant attention, parce que là vous êtes vraiment sur une augmentation importante des frais de réparation. Oui, mais je suis désolé, mais vous n'avez pas compris. Il faut passer au vélo cargo. Non, mais en fait, ce que dit Patrick... C'est prévu. Non, arrêtez. En revanche, je vais plus avoir de salariés, je vous le dis. Non, mais ce que dit Patrick, Fabrice et Pierre, c'est que là, nous, on a parlé des particuliers, mais là, voilà, Patrick, c'est la preuve aussi que dans le milieu professionnel, ils vont souffrir de plus en plus par rapport à ça. Et puis, ça va être répercuté, surtout. C'est ça, c'est ce que nous disait Fabrice. Patrick... par exemple, les transports, la hausse des carburants, ça fait une hausse au niveau des transports, donc derrière, ça va être répercuté. Non, mais là, la société de Patrick, vous avez quoi comme société, Patrick, au Plessis-Robinson, dans le 92 ? Alors moi je demeure au Plessis-Robinson, mais j'ai une société qui est basée dans le 91. On a deux agences, et on est spécialisé dans tout ce qui est maintenance de toiture. D'accord. Donc on est affilié donc au métier du bâtiment. Mais ça veut dire, pour conclure, parce que malheureusement le temps est, ça y est, on arrive à la fin, Patrick, que vous allez répercuter ce prix-là sur les factures professionnelles que vous allez faire.
Bah, bien entendu. Bah ouais. Et en plus, on est amené à travailler sur Paris. Et je vous fais grâce, bien sûr, C'est clair. Des problématiques pour rouler dans Paris avec des voitures d'occasion. Le jour où vous refaites la toiture de l'hôtel de ville, régalez-vous. Hein. Non, mais en fait, c'est ça, c'est qu'on parle beaucoup de... Je n'apporterai aucun commentaire politique. Nous, on parle beaucoup des particuliers dans Ça roule, mais aussi des professionnels. Et là, on est aussi sur l'autre réalité. C'est que c'est comme tout. Tout a un coût, un surcoût. Et nous, particuliers, on va payer aussi à la fin de la facture. C'est effectivement des tarifs en cascade. Donc d'abord la pénurie effectivement des matières premières, derrière les pièces, et puis après des augmentations de tarifs. Allez, on va terminer sur une note positive quand même. Sortie de crise pour quand, à votre avis? Vous n'êtes pas Madame Irma, mais est-ce qu'on peut espérer que fin 2022, ce soit rentré dans l'ordre sur la disponibilité, tout ça, ou est-ce que franchement vous êtes même inquiet pour la fin d'année? On a la chance dans notre métier de l'après-vente automobile d'avoir une adaptation qui est très forte. On a une adaptation qui nous arrive bientôt, c'est le véhicule électrique qui va rebattre les 4 au niveau de l'après-vente. Donc on a un métier qui est très souple, avec des professionnels très larges, parce que c'est un métier où il y a effectivement les concessionnaires, mais il y a les centres auto, les garages indépendants. Enfin bref, il y a vraiment de différents intervenants sur le sujet. Et c'est tous des gens qui sont très engagés et qui vont trouver des alternatives. Quand je parlais de l'économie circulaire, on n'a pas attendu la loi dans notre métier pour pouvoir le faire. On le fait depuis des années. Moi, ça fait 20 ans que je suis dans ce métier-là. L'échange standard, ça existe depuis 20 ans sur les démarreurs alternateurs. Pour répondre concrètement à la question en 2 mots maintenant, de Pierre, il y aura, la fin de la crise. Si on a vraiment... Alors, la fin de la crise, moi, malheureusement, je vais avoir du mal parce que 2022-2023, j'espère que la crise du sanitaire va s'arrêter. Non, mais la fin de la crise des prix, la hausse des prix, machin, c'est en corrélation, on peut pas savoir. Ça va être compliqué. 2022, j'ai du mal à m'engager sur les prochaines années. La seule chose que je peux dire, c'est que allez voir votre professionnel, allez discuter avec lui, faites des comparaisons de tarifs, allez voir des distributeurs, des garagistes indépendants, essayez de trouver des solutions, demandez-leur de l'économie circulaire de la pièce et vous allez trouver des solutions au niveau de la réparation. Il est plus bavard que moi, j'ai trouvé mieux, j'adore. Merci beaucoup Fabrice Godefroy. Avec plaisir. Moi je dis rien. Directeur je dis rien. Je dis rien. Mais j'ajouterai quand même un mot, c'est que depuis le début du confinement, ceux qui bossent, ceux qui travaillent, ceux qui restent ouverts, ce sont les garagistes. Donc on leur adresse nos remerciements. Allez, et après, je dis rien. Il faisait partie d'ailleurs des activités qui étaient jugées indispensables à l'époque. Donc on a Sud Radio, ça roule. Non, mais vous avez raison. Puis ce qui est important de dire, c'est que les professionnels de l'auto sont toujours restés là, avec nous depuis. Même lors le du début. premier confinement. Mais exactement. Et il n'y a pas que les garagistes, tous ceux qui travaillaient. Toi aussi, tu en as rajouté une d'ailleurs. Sujet 2 pour notre rendez-vous. Merci beaucoup, Fabrice. Vous pouvez rester plaisir. avec nous, parce que vous êtes embarqué avec nous maintenant. C'est quoi cette histoire de radar? On a donc maintenant la France qui a expérimenté depuis mardi 4 janvier dernier des radars sonores qui sont chargés de verbaliser des conducteurs qui ont des engins, des véhicules trop bruyants. Réaction de Pierre Chasseret. Oui, Laurence, et en fait... Explication de texte, déjà. Alors, on va faire une petite explication. Ouais. Déjà, c'est quoi ce radar? On l'appelle, il a un joli nom, on l'appelle la Méduse. Déjà, ça commence très fort. On avait des petits robots R2D2 sur les routes pour surveiller la vitesse. Maintenant, on aura donc des Méduses. Alors, ça se présente comme un grand capteur de son, Laurence, qui prend des sons à droite, à gauche, derrière, devant, dans tous les sens. C'est très radar, ça. C'est très à la mode. Et puis, il va réussir à distinguer les sons de la route. Parce que c'est quand même super bien fait. Alors, la technologie, elle est impeccable. Et donc, il va pouvoir reconnaître par identification du son quel véhicule c'est. Ensuite, une caméra vient prendre votre plaque d'immatriculation. Et si vous faites trop de bruit, bing, badaboum, ça, l'État a déjà tranché. Ce sera 135 €. Sur le papier, c'est ça. Parce pour que tous les véhicules. C'est une expérimentation, là, pour l'instant. Alors, c'est plus qu'une expérimentation. C'est une phase qui va permettre, parce qu'en fait, c'est l'État derrière. Donc, tout se fait au doigt mouillé. C'est-à-dire qu'en fait, pendant 6 mois, ce radar, c'est 8 radars qui vont être posés dans 8 villes de France. Il y en a en Haute-Garonne, il y en a à Paris, il y en a en Île-de-France, il y en a de mémoire à Lyon aussi. Ils sont toujours dans les coups quand il y a un truc comme ça pour embêter les automobilistes. Toulouse aussi. Il y a 8 secteurs. Ouais. Voilà, 8 secteurs en France, mais après c'est amené à se propager un peu partout. Qu'est-ce qui va se passer? Pendant 6 mois, l'État va effectuer des relevés sonores pour décider à la fin des 6 mois à partir de quel niveau de décibels ils vont verbaliser. Alors, ils ont déjà décidé de la verbalisation, 135 balles, ça, ils savent. Ça, ils savent. L'argent, touche pas au Grisby. Ça, on sait combien ça coûte. Par contre, le niveau sonore, pas encore. Et c'est là qu'on voit qu'il y a un grand amateurisme dans cette philosophie. Alors, j'ai gratté, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire de radar qui ressemble à rien? Parce qu'on va être honnête, s'il y a 8 radars en France pour enlever le bruit sur 1 million de kilomètres de voirie,
pardonne-moi, mais là, ça ressemble à rien, Laurence. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Il y avait forcément une autre raison, parce que si tu fais trop de bruit, tu prends la rue adjacente, tu passes à côté, tu passes pas au radar, tu continueras à faire du bruit. C'est une fausse bonne solution. Eh bien, il faut trouver la solution dans le contrôle technique des motos. Et des voitures ? Non. Des motos. Mais pourquoi pas des voitures ? T'as des voitures, moi j'ai des gens quand ils ont des Porsche ou des machins, quand ils arrivent dans le tunnel ou quand ils machins qui font boum, et c'est juste pourquoi ? Des motos. Oh, pourquoi ? Eh bien parce qu'il ne t'a pas échappé, ma chère Lolo, que l'État a reculé face au contrôle technique des 2 roues motorisées. Et comme c'est une disposition, une obligation européenne, le contrôle technique des 2 roues motorisées. Attention, je ne prends pas position, je ne dis pas si je suis pour ou je suis contre, ça c'est autre chose. C'est une disposition européenne, l'obligation aux États membres d'imposer un contrôle technique des 2 roues motorisées. Eh bien, l'État français a décidé d'aller gratter dans les petites lignes et les exceptions. Et ils ont trouvé une disposition qui disait... Pour les pays qui ne souhaitent pas mettre en place le contrôle technique des 2 roues motorisées, là Emmanuel Macron a dit « Ouf, j'aurai pas les motards dehors ». Il faut mettre des mesures alternatives. Et la mesure alternative qui a été trouvée pour lutter contre le débridage des 2 roues motorisées, ceux qui font trop de bruit, qui changent les pots d'échappement et blablabla, etc., ça a été de mettre en place des radars de bruit qui ne toucheront apparemment que les 2 roues motorisées. Donc c'est une mesure fantoche, qui sert à rien, qui fait de la com, qui n'empêchera pas le bruit, mais qui empêchera en France d'avoir la Fédération française des motards en colère qui vient cogner à la porte d'Emmanuel Macron. On a Bruno qui nous appelle de Béziers, tiens, au 0826 300 300 sur ce sujet-là. Bonjour Bruno. Bonjour, Sud Radio, bonjour à toute l'équipe. Comment ça va Bruno ? Tous nos voeux à cette mi-janvier. Alors, vous avez une voiture thermique ? Non, moi j'ai une voiture thermique, oui, mais puis hors de question que je mette à l'électrique. Mais alors, sur le principe, je trouve que ça serait une bonne idée parce qu'effectivement les nuisances sonores c'est quand même quelque chose de terrible quand on est en centre-ville. Bon, là-dessus on est d'accord. Bon. Sauf que c'est que la partie visible, parce qu'une fois de plus, qui va se concerner par les amendes ? Uniquement, on va dire, d'une manière générale, les honnêtes citoyens, ceux qui roulent régulièrement en respectant quand même, d'une manière générale, le code de la route. Parce que tous ceux qui pétaradent avec leurs motos trafiquées, qui font des rodéos urbains, qui sont spécialistes de ça, eux, en revanche, on va pas leur toucher le portefeuille. Parce que de toute façon, les motos ou même les voitures sont volées, les plaques d'immatriculation sont trafiquées. Voilà. Donc, moi, ce qui me gêne là-dedans, si vous voulez, c'est que sur un principe qui peut paraître comme ça sain, il n'y a pas de problème là-dessus. On va toujours s'en prendre à celui qui, parce qu'il n'aura pas passé la 2e à la 3e avec la voiture, il va faire plus de décibels parce qu'il faut qu'il s'arrête de 100 mètres plus loin, donc ça ne sert à rien de passer la 3e. Celui qui, effectivement, à un moment donné, va accélérer peut-être un peu fort avec sa moto. En revanche, tous les spécialistes des rodéos urbains, on les connaît, qui, eux, vont et viennent en toute insécurité. Eux, par contre, il n'y a pas de problème, on va les laisser tranquilles. Et puis, les amendes, de toute façon, on ne va pas les retrouver parce que les plaques sont fausses et même la police n'a plus le droit de les poursuivre. Alors Bruno, il y aura 2 scénarios possibles. Le premier qui est le plus envisageable, c'est que ce soit une mesure de communication qui donnera rien, qui punira personne et qui aura une dizaine de radars en France et puis basta, ça sera juste pour protéger et empêcher le contrôle technique de roues motorisées en France. Le deuxième scénario, c'est celui que vous envisagez, malheureusement, c'est que chaque année on fasse comme sur le bonus-malus des voitures neuves et qu'on abaisse les seuils réglementaires de bruit jusqu'au jour où évidemment on chopera le pauvre gars qui a accéléré au mauvais moment, au mauvais endroit, bim, il passe devant le radar, il prend 135 balles. Ça, c'est tout à fait possible comme scénario. C'est pour ça qu'à 40 millions d'automobilistes, on se bat notamment contre ce radar de bruit, quitte à passer pour ce qu'on n'est pas, c'est-à-dire des gens qui veulent du bruit. C'est pas vrai. Je maintiens que 8 radars sur le territoire national n'empêcheront pas le bruit sur 1 million de kilomètres de voirie. Sauf qu'ils nous ont bien dit, et on remercie beaucoup Bruno d'être intervenu, ils nous ont bien dit que c'était en phase de test et que dans 6 mois, si ça marche, enfin si c'est machin, c'était la France entière. Mais oui, mais on ne mettra jamais. En fait, pour déployer ce genre de système qui coûte un bras et qui coûte un bras en entretien, ça coûte très cher d'entretenir un radar. Il faut que ce soit lucratif. Ouais. Si c'est pas lucratif, on n'en pose pas. Pourquoi on pose des radars vitesse en France ? Que ça rapporte du Grisby. Si ça rapporte rien, il y en aurait pas. Il y avait un radar en Corrèze. Il avait flashé une fois en 1 an. Devinez ce qui lui est arrivé. Il a été enlevé au bout d'1 an. Un radar qui flash pas, ça intéresse pas les autorités. Ce qui les intéresse quand ça fait du pognon. Merci mon ami Pierre. Merci à Bruno de nous avoir appelé de Béziers. C'est un sujet sur lequel on aura l'occasion de revenir puisque la phase de test vient de commencer. Paris, Nice, Toulouse, Bron, Rueil-Malmaison, Villeneuve-le-Roi
en Val-de-Marne, Saint-Forget. Saint-Forget en Yvelines et Saint-Lambert aussi dans les Yvelines. C'est là où il y a les fameux virages du côté de la forêt de Rambouillet. On va se quitter dans quelques instants, mon ami Pierre, mais juste avant, on garde les bonnes habitudes dans Ça roule 2022. C'est l'échange avec Pierre. Vous êtes attendu au 0826 300 300 pour parler du sujet qui vous intéresse. Sud Radio Ça roule, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret. Et nous voici arrivés au moment de l'émission où vous pouvez échanger sur le sujet qui vous intéresse avec l'ami Pierre Chasseret qui, vous le savez, met toujours sa casquette de 40 millions d'automobilistes. 0826 300 300 pour nous rejoindre. Et c'est Eric qui nous appelle de Bordeaux. Salut Eric. Oui, bonjour. Tous nos voeux. Bonjour, Sud Radio. Salut Eric. Bien. Bon, tous mes voeux pour cette nouvelle année. Ouais, tout pareil. On prend. Bonne année à toi Eric. Ne changez rien, continuez. C'est cool. Moi, j'ai passé mon nouvel an du côté de la région de Bordeaux. C'était trop bien. Oui. Et j'ai pas bu de l'eau. Et vous avez raison. Mais un petit peu quand même. Il faut les aider. Avec modération. Mais ça bah, vous les le aide bien. Je veux dire, si tout le monde était comme Lolo, je veux te dire, on serait tranquille. Hein. Ouais, mais non, maintenant je suis en dry January. Je nettoie. Mais avec modération. On vous écoute, Eric, pardon. Non, mais c'est juste une question simple, c'est quand est-ce que l'on allait arrêter cette polémique, si vous voulez, sur l'émission des microparticules par les véhicules diesel et compagnie. Alors évidemment, on est sur le débat de l'électrique, bien entendu, mais surtout, moi, ma question, c'est quand est-ce qu'on va enfin pouvoir bénéficier du moteur à hydrogène dans les automobiles, quoi. Puisqu'on sait d'avance, et on le sait aujourd'hui, et je me rappelle certaines de vos émissions où on évoquait certains de vos protagonistes, si vous voulez, qui étaient autour de la table, évoquaient le coût de production de l'hydrogène. Moi, donc, Alors, Eric, on a. C'est pas nous, quoi, voilà. Alors, Eric, on a un petit. On va laisser répondre Pierre, parce qu'en plus, on a un problème de qualité de réseau. Ouais, mais j'ai compris la question. La question qui est quand est-ce qu'on va s'y mettre vraiment? Quand est-ce qu'on se met à l'hydrogène? Alors, on s'y met. On s'y met. Toutes les technologies sont à l'étude, toutes les technologies électriques. L'hydrogène est une technologie électrique. Alors, sur les 24 heures du Mans, l'hydrogène, c'est déjà en place. Voilà. Dans la vie réelle, l'hydrogène, ça existe, avec la Toyota Mirai notamment. Après, il y a le coût. Mais il y a le coût de la production. Il y a aussi le bilan carbone et polluant, parce que malheureusement, on vit dans un monde qui fait le bilan carbone de tout. Donc, c'est comme ça, qu'on soit pour ou qu'on soit contre. Et aujourd'hui, le bilan n'est pas bon. Il n'est pas en faveur de l'hydrogène. Ça peut s'améliorer. À cause de quoi? C'est-à-dire que l'extraction et la production d'hydrogène a un bilan carbone extrêmement négatif. Alors oui, quand le véhicule hydrogène circule, les émissions, il n'y a rien. Voilà, vous émettez de l'eau, et encore. Donc, il y a rien en émissions. C'est parfait. C'est un véhicule propre lorsqu'il roule. Mais c'est pas parce qu'il roule propre, c'est comme l'électricité. Ça implique une production d'électricité qui peut être nucléaire, qui peut être une énergie beaucoup plus carbonée, électrique, si vous êtes en Allemagne, par exemple. Donc, attention, l'hydrogène aujourd'hui n'est pas mûr, n'est pas prêt, et surtout, il est inaccessible en coût. Autre point, il va falloir le développer sur le territoire. Moi, je crois à cette technologie aussi hydrogène, mais pas à court terme. C'est peut-être un véhicule, une énergie potentielle sur les 20, 30 prochaines années à aller chercher. Mais aujourd'hui, il ne faut pas mentir aux Français, il n'y aura pas de véhicule à hydrogène dans les 15 ans qui viennent. Il n'y en aura pas. Déjà parce qu'il faut un réseau de distribution d'hydrogène. Comment on fait? Il faut équiper les stations, il faut transporter l'hydrogène. Ça nécessite aussi une évolution des technologies pour assurer la sécurité. C'est pas n'importe quoi de l'hydrogène. Donc attention, on n'y est pas. Le coût du véhicule hydrogène aujourd'hui, la Toyota Mirai, je crois que si je dis pas trop de bêtises, et c'est à partir de 55 000 €. Bon, vous voyez, on est déjà en train de dire que le véhicule électrique à 20 000, c'est too much par rapport à ce qu'il fait. Mais regardez, par contre, il y a un point qui est positif effectivement sur l'hydrogène. Et c'est pour ça que je crois en cette technologie tout de même, mais à long terme. C'est parce que là, on a quelque chose qui ressemble à la production et au plein qu'on fait aujourd'hui. On ira dans une station, le plein est rapide, c'est 4 à 5 minutes, donc ça va. C'est comparable à ce qui se passe sur les carburants. C'est une technologie qui peut remplir un objectif d'autonomie. Vous pourrez faire beaucoup de kilomètres. Ça ressemble à ce qu'on fait actuellement avec une énergie propre là où elle circule. Donc quand est-ce qu'on s'y met? Les constructeurs s'y mettent. Du coup, beaucoup les Asiatiques, et notamment les Japonais qui regardent ce qui se passe du côté de chez Toyota et autres. Et je sais que chez Honda, c'est kiff-kiff. Mais voilà, on n'est pas mûr pour l'instant. Réponse claire et précise de l'ami Pierre Chasseret. Merci beaucoup
Bruno. Non, pardon, c'était pas Bruno, c'était Eric. Lui, Merci. Merci à vous. Mais c'est son frère, c'est pareil. Une belle soirée pour ce dimanche soir qui nous a appelé de Bordeaux et qui a mis ce sujet sur la table. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain Ça roule. Et quant à toi, Pierre, on te retrouve tous les matins. À 6h17 dans la matinale pour les lève-tôt. Mais c'est toujours très intéressant. Sinon, vous podcastez. C'est-à-dire, vous allez sur le site sudradio.fr, les podcasts, vous voyez ma trombine, vous cliquez dessus. Puis tant qu'à faire, si vous voulez vous réécouter les Laurence Perrault, Pierre Chasseret des semaines passées, n'hésitez pas. Nous aussi, on est dans les podcasts avec Lolo. Lolo et Pierrot. Pardon. Merci à tous. Passez une très très belle soirée. On a le bonheur de vous retrouver dès dimanche prochain. En attendant, prenez soin de vous et continuez d'écouter aussi nombreux Sud Radio.